Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Vendredi 111 a été encore une fois une réussite totale. Le Hirak a démontré toute son abnégation, sa détermination et son courage à faire valoir son droit légitime à l'autodétermination et parachever l'indépendance du pays pris en otage depuis juillet 62. Oran, deuxième ville du pays, en est la preuve. En effet, le peuple oranais est sorti massivement rejoindre le Hirak malgré toutes les velléités du système qui l'en a empêché des semaines durant et utilisé tous les moyens de répression, sans discernement où personne, âgés, adultes, jeunes, enfants, ont été violentés. L'arrogance des services de sécurité, leur violence verbale et physique n'ont pas réussi à ébranler ni à entamer le courage du peuple algérien convaincu de la justesse de ses revendications, malgré un appareil répressif de plus en plus violent et un appareil judiciaire instrumentalisé au service du pouvoir. Il marche sur le chemin de sa liberté. La persistance des marches, leur vitalité est un signe annonciateur de la réussite et signe l'espoir de la victoire du peuple est proche. Parallèlement à la persistance du Hirak de rejeter les élections législatives, le pouvoir en place a mis en pratique la feuille de route sortie des labos de la police politique. Les différents courants islamistes de Mokri, Jaballah et Ben Grina ont tous répondu favorablement et comptent participer activement au simulacre de scrutin. Il a fallu battre le retour de vieilles figures, à la limite ubuesques, telles que Zardoud, Ben Hammou, et à des partis inconnus, sortis de nulle part, pour donner un peu de consistance sur le plan de la forme à cette élection programmée pour réussir son échec. Le devenir de ce dispositif électoral pourrait être remis en cause par la décision du Conseil national du FFS suivant qu'il participe ou pas à ces élections qui sentent déjà le soufre et qui risquent d'emmener le peuple algérien incarné par le Hirak à la rupture totale. Cette rupture arrivera inévitablement. Elle se doit d'être impérativement pacifique, avec un sens des responsabilités aigu. C'est pour cela qu'au sein du Hirak, dans cette fraternité retrouvée, le peuple doit être dans l'unité d'action et faire front à toutes les manœuvres de déstabilisation.
Algérie, Hirak, le miracle algérien. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. C'est Hassan Al-Qadi, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous. On aura aussi le plaisir d'avoir M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, depuis Alger aussi, Ali Laskri, ex-coordinateur du FFS, qui sera avec nous depuis Alger aussi, et Maître Belkacem Naït Salah, avocat militant des droits de l'homme depuis Oran. Il sera avec nous via le téléphone. Monsieur Hassan Al-Qadi, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et je vais commencer cette émission avec vous. La première question, comment vous avez vécu donc le vendredi 111? On a vu des Algériens encore déterminés à aller jusqu'au bout de cette révolution qui a commencé le 22 février 2019. Hier coïncidait donc l'anniversaire de la démission de Bouteflika. Votre lecture, Hassan Al-Qadi? J'ai eu le plaisir d'exposer ma lecture sur votre antenne il y a quelques semaines. Ma lecture, elle est ambivalente. Évidemment, je suis très heureux de constater qu'il y a un seuil de mobilisation qui se maintient, que les Algérois, en tous les cas pour ma partie, donc à Alger, restent dans une large proportion mobilisés, que les axes populaires fonctionnent très bien. Aujourd'hui, l'axe Bab el-Oued-Alger est un axe très très vivace de la révolution démocratique du 22 février. Mais en même temps, il y a des signaux qui nous montrent qu'il y a une partie des classes moyennes qui ne sont pas revenues avec le retour du Hirak. En rentrant le vendredi soir chez moi à la banlieue ouest d'Alger, j'ai croisé des bouchons d'Algériens. Il a fait très beau vendredi le Barah, qui étaient en train de revenir donc du week-end. Et c'est une partie qui nous a manqué dans le Hirak. Alors que les choses soient très claires, avec ce que nous arrivons à mobiliser en ce moment, à travers Alger et dans les autres wilayas du pays, il y a déjà largement de quoi maintenir une situation politique conflictuelle, parce qu'une part importante des Algériens continue de rejeter l'agenda du système. C'est très largement suffisant pour rappeler que nous ne sommes pas sur la même orientation et que les solutions bricolées depuis le 12 décembre 2019 ne fonctionnent pas. Mais en même temps, ce n'est pas suffisant pour obtenir une victoire à court terme, parce que j'ai entendu le terme de la victoire est imminente. Et pour obtenir cette victoire à court terme, il faut d'autres ingrédients. Et parmi ces ingrédients, je pense qu'il faut que les principaux courants, les principales figures de Hirak se mettent autour de la table et travaillent pour unifier et pour réfléchir à la fois de nouvelles moyens de lutter et des possibilités de sortie de crise pour ne pas nous enliser dans l'impasse. Ça, c'est la responsabilité des élites. J'ai déjà développé ce point de vue. Oui, tout à fait. On essaiera d'en débattre après, pendant cette émission, M. Hassan Al-Qadi. Mais la question, qu'est-ce qu'il a changé? Donc, qu'est-ce qu'on a vu changer en Algérie depuis la démission de Bouteflika? Hier, donc, je disais que ça coïncidait avec cet anniversaire, donc 2 ans après cette démission. Qu'est-ce qui a changé en Algérie, Hassan Al-Qadi? Les Algériens se sont retrouvés. Ils étaient atomisés sous le régime de Bouteflika, sous la présidence à vie. Ils se sont retrouvés et ils avaient quelque part un peu intériorisé l'idée qu'il y avait quelque chose d'irréconciliable entre eux, notamment à cause des années 90, à cause aussi de la redistribution de la rente qui s'est renforcée depuis 2011 et depuis le printemps arabe, et qui a fait que les Algériens ont suggéré aux Algériens de rester confinés dans la quête d'une amélioration de leur situation matérielle, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, les Algériens avaient un peu, dans un pacte avec Bouteflika et son régime, renoncé à leurs droits civiques en contrepartie d'une amélioration de leur niveau de vie qui était largement le fruit du prix du pétrole extrêmement élevé à partir de 2005-2006. Et ce pacte-là s'est rompu brutalement et les Algériens se sont retrouvés pour réclamer leur statut de citoyen. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils peuvent devenir des citoyens et donc récupérer leur souveraineté de citoyens pour décider du sort de leurs institutions et du sort de leur pays. Et ça, c'est le plus grand acquis du 22 février 2019.
Très bien. Restez avec nous, monsieur Hassan Qadi. Je vais revenir à vous. Je vais faire juste intervenir monsieur Laskri, Ali Laskri, ex-coordinateur du FFS, qui est avec nous. On me dit, c'est Ali Laskri, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Azoul, salam, merci beaucoup pour le Qanat al-Maghribiya et bonsoir. Bonsoir pour tout le monde et tous qui vont suivre dans le plateau. Merci à vous, Si Ali Laskri. Bonsoir, Azoul Fellek. Si Ali Laskri, comment vous avez vécu donc le vendredi 111 hier? Bien sûr, on a vu les Algériens sortir un peu partout dans les villes, les rues algériennes pour toujours demander le départ du système, le changement de ce système et aussi scander qu'on n'acceptera pas ces élections. Donc, Makash Intikhabat, Ma'al Aïsabat, on a entendu pendant ces marches. Comment vous l'avez vécu, Si Ali Laskri? Surtout, ça coïncidait aussi avec le départ de la démission de Abdelaziz Bouteflika. Tout à fait. C'est la deuxième année, c'est-à-dire de la démission de Bouteflika. C'est-à-dire, mais rien n'a changé pour l'Algérie. Le système, il est là. Depuis les post-indépendance. Donc, pour les Algériens, rien n'a changé. Mais le Chab el-Jazairi déjà, donc, que ce soit pour ce week-end, que ce soit depuis le 22 février, que ce soit la reprise après le 22 février, c'est-à-dire le deuxième anniversaire aussi de la révolution, parce que le peuple algérien est revenu en force aussi pour donner une leçon à ce régime et donner une leçon à tous ceux qui nous regardent dans le monde et qui pensaient que ce régime autoritaire, militaire, a neutralisé la révolution algérienne populaire pacifique. Elle est là, elle est présente. Et ce week-end, moi je l'ai vécu à Alger, j'ai marché avec des camarades auprès de la population, qui a été cette fois-ci très, 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 très mobilisée. J'étais heureux lors de cette marche à Alger, comme il y a eu beaucoup de marches dans plusieurs villes du pays, et aussi le retour de beaucoup de jeunes. C'est un tsunami de jeunes. Bien sûr, il y a la Kasbah Belouet, il y a aussi les autres quartiers d'Alger, il y a aussi les femmes qui ont rejoint cette fois-ci la marche en masse. Je dis bien les femmes, parce qu'à un moment, on a dit qu'effectivement, les femmes ne sont pas présentes, mais cette fois-ci, je l'avais remarqué, et d'autres camarades aussi, elles étaient réellement présentes. Donc ça revient dans toutes les corporations, il y a beaucoup de syndicalistes, il y a beaucoup de hiérarchistes, il y a beaucoup aussi de la société civile qui ont repris, qui sont dans l'arme. Et ça nous encourage énormément pour la suite, parce que, effectivement, ils sont venus pour rejeter encore une fois la feuille de route du régime. Ils ont rejeté le 12-12, l'élection présidentielle qui était illégitime, menée au pas de charge militaire par un coup de force. Comme ils ont rejeté la révision de la Constitution aussi. De la même manière, et massivement. Et aujourd'hui, ils disent à ce régime, quel que soit ce que vous voulez, avec votre feuille de route, malgré toutes les clientèles que vous êtes en train de mettre en place, malgré tous les missionnaires, mercenaires, contre-révolutionnaires, qui sont en train d'agir, mais le peuple algérien il est là, samidoun, jusqu'au changement radical de ce système, parce que cette fois-ci, c'est une révolution pacifique, mais qui a des objectifs très clairs, avec des revendications très claires, qui sont venues depuis le 22 février 2019, et dans ces revendications, il y a un consensus populaire qui est fait au niveau national. Je dis bien au niveau national, dans toutes les régions du pays, dans toutes les wilayas du pays, au niveau de la diaspora. Et pour ça, je dis, et j'en suis fier. Et j'en suis fier de ce peuple, comme je suis fier des militants du FFS, du Front de Défense Socialiste, parce que je dois parler de mon parti aussi, comme je suis fier des anciens militants du Front de Défense Socialiste. Et aussi, aujourd'hui peut-être, c'est pas encore définitif, nous serons fiers, Inch'Allah, des membres du Conseil national du Front des Forces socialistes. Très bien, très bien. C'est Ali, je m'excuse. Je vais vous rendre la parole parce que c'était ma deuxième question. Vous avez parlé de la feuille de route du régime. Aujourd'hui, le régime parle de cette élection du 12-6, du 12 juin, donc des élections législatives. Et on sait très bien comment le peuple algérien a réagi
aux élections précédentes, comme l'élection du 12-12 ou l'élection sur la Constitution, mais vous avez parlé du Conseil national du FFS, donc votre parti qui est en réunion en ce moment, et on a vu des images de vous, vous étiez donc juste à côté du siège et essayez de dire que le FFS n'acceptera pas donc ces échéances, qui n'acceptera pas la feuille de route du régime. Qu'est-ce que vous avez à dire donc de ce Conseil national? Écoutez, moi, j'y crois beaucoup au militantisme. Même si beaucoup peut-être peuvent se tromper, c'est aussi quand même ses 70 ans de militantisme. Il a fait de la politique jusqu'à Afir Hamarbi. Mais il n'a jamais abdiqué par rapport, bien sûr, c'est-à-dire qu'en tant que chef de l'OS, pour organiser cette organisation et pour fonder le FLN, pour donner le FLN et la LN. Et par la suite, lorsqu'il n'y a pas eu fidélité au serment, c'est le Hussein en 63 a fondé le FFS. Et ce parti-là, il ne va pas se suicider. Il ne va jamais se suicider. Et je le dis à ceux qui sont derrière, justement, de ces rencontres folkloriques avec un chef d'État illégitime. Je leur dis, le FFS ne va jamais se suicider. Vous allez vous suicider. Vous allez vous suicider. C'est une direction illégitime, avec un congrès, je l'ai dit, je l'ai répété, je ne vais pas le répéter encore aujourd'hui, un congrès extraordinaire qui a été tenu avec l'aide du gouvernement, alors que le FFS n'avait pas le droit à l'autorisation et toute l'opposition algérienne n'avait pas le droit à l'autorisation. Tous ceux qui s'opposent à ce régime, c'est-à-dire partis politiques, société civile, personnalités politiques, n'avaient pas le droit à une autorisation et pour une conférence, et pour une rencontre, et pour une réunion. Et même les locaux, ils ont été scellés aux partis politiques. Donc c'est clair, j'ai été tout le temps clair par rapport à la feuille de route du régime qui l'a mené au pas de charge. Mais il se trompe. Ce peuple a été un repère dans le monde 54-62. Ce peuple sera un repère dans le monde pour apporter le changement. Inch'Allah, ça va être en Afrique du Nord. Inch'Allah. Il y a eu la Tunisie, il y a des problèmes en Libye, il y a des problèmes au Sahel, il y a des problèmes avec des pays voisins. On n'a pas été dans les rêves des militants du mouvement national, mais moi j'y crois beaucoup que ce peuple algérien, je dis bien, va apporter le changement. Et c'est ce peuple-là qui va construire, bien sûr, le grand ensemble de l'Afrique du Nord, parce qu'on est des frères, comme le disait le Hussein Hamarbi. Inch'Allah, il y aurait un marché commun. Inch'Allah, il y aurait la Commission des droits de l'homme. Au niveau de tout cet ensemble, Inch'Allah aussi, il y aurait peut-être, pourquoi pas, une assemblée élue au niveau de toute la région. Pour qui est la véritable légitimité? Aujourd'hui, ce qui profite, c'est l'Occident. Mais pour revenir au FFS, le FFS, moi j'ai dit à Tizi Ouzou, j'ai dit à Alger, pour tous ceux qui m'ont approché, parce que le FFS, c'est une école politique. Il y a beaucoup de cadres qui sont sortis. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, il y a ceux qui ne sont pas à l'intérieur, ce que j'appelle le peuple FFS. Il y a ceux qui sont dans la diaspora, il y a ceux qui sont dans toutes les régions du pays. Ça veut pas dire qu'ils sont structurés dans le parti. Mais on est fiers d'eux. Ils ont tous porté les revendications différentes des forces socialistes que nous avons portées depuis 1963. Ils sont aussi dans le serment et du contrat de novembre et des résolutions du congrès de la Souma. État civil, non militaire. Le FFS a porté ça depuis leur tour de Sir Hussein. En 89, on allait chaque année à Ifri. Aujourd'hui, c'est tout le peuple algérien qui porte ça, quelle que soit la diabolisation qui se fait. Même s'ils ramènent des conseillers au FFS pour diaboliser l'état civil non militaire. Très bien. C'est Ali, restez avec nous. Ali Laskari, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais restez avec nous. Je vais revenir à vous très rapidement. On me dit que Karim Tabou est avec nous, coordinateur national de l'UDS. Et il est avec nous depuis Alger. Si Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhababi. Bonsoir. Merci. Toutes mes salutations à M. Ali Laskari, à Al-Qadi Hassan, et à tous les invités, à tous les téléspectateurs. Merci à vous, Karim. Monsieur Tabou, si on revient un peu sur la journée d'hier, vous avez donc marché
à Bouira, on a entendu le peuple scander, surtout aussi là où vous avez marché, Makash Intikhabat Ma'al Isabat. Bien sûr, le régime parle, ou le pouvoir parle de cette élection du 12-6. On me dit, je ne sais pas si cette information est confirmée, que le FFS a voté donc, pour ne pas participer à cette élection. Donc, il a la décision, je ne suis pas très sûr de cette décision et je dois parler donc au conditionnel, on doit me confirmer cette information. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez d'abord si elle est confirmée cette décision du FFS et aussi comment vous l'avez vécu la journée d'hier? D'abord, concernant le FFS, je n'ai pas le droit au nom des militants du FFS. Toutefois, je serais personnellement très heureux que le FFS décide de bouder cette élection parce qu'au fait, dans ce pays, il y a deux cohérences. La première cohérence, c'est la cohérence du pouvoir. Il fait tout depuis le 22 février 2019. Il manœuvre, il fomente toutes sortes de scénarios à l'effet de se maintenir. C'est une cohérence. C'est dans cette logique-là qu'il a organisé une fausse élection présidentielle, une fausse constitution qui n'est pas différente des précédentes, puisque ce n'est pas le peuple algérien qui a réfléchi et qui a rédigé cette constitution. Et aujourd'hui, il aboutit à l'étape d'après, qui fait qu'il reprend, il essaye de reprendre ses forces, il essaye de renouveler sa façade de l'intérieur, tout en dressant tout cet arsenal juridique, politique, institutionnel contre la volonté du changement exprimée par le peuple. De l'autre côté, il y a une cohérence. C'est la cohérence de tous ces Algériens, femmes et hommes, jeunes étudiants, enseignants, avocats et toutes les couches populaires qui ont mis fin définitivement à travers le Hirak au mensonge et à la mise en place et aux mises en scène que faisait le pouvoir depuis toujours et qui ont finalement abouti au maintien du pouvoir. Dans un pays où on organise un tel nombre d'élections et aucune de ces élections n'a consacré le principe fondamental de la démocratie, à savoir l'alternance au pouvoir, il est clair aujourd'hui, il y a deux types d'élections dans un pays. Dans un pays démocratique, on fait une élection pour faire accéder le peuple à l'exercice de sa souveraineté, de son droit de s'occuper lui-même de ses propres affaires. Il y a les pays de dictature comme le nôtre. Le pouvoir organise les élections pour donner l'apparence que c'est le peuple qui décide, mais en fait, il construit tout sur une base fausse, sur une définition fausse de la démocratie, parce que les gens du pouvoir considèrent que la démocratie, c'est de faire croire au peuple que c'est lui qui le gouverne. Mais en réalité, à travers une élection, une fausse élection, et à travers des manœuvres, je pense personnellement, j'ai mis un avis personnel concernant le FFS, selon ma connaissance de certaines connivences que peuvent avoir certains cadres du FFS avec des gens du pouvoir, le ministre actuel de l'information, porte-parole du gouvernement, n'est pas très loin de ce qui se passe au FFS. Il compte bien des amis dans la direction du FFS et c'était lui-même qui a arrangé la rencontre entre le FFS et le chef de l'État désigné. Donc la manœuvre continue, bien sûr avec un fond de promesses que ces gens-là vont avoir des avantages, à savoir peut-être un nombre considérable de sièges et pourquoi pas des portefeuilles ministériels à l'avenir. Mais la vie d'un parti, l'histoire d'un parti, le combat de décennies mené par Aït Ahmed et par des militants qui, beaucoup d'entre eux sont morts sans avoir assisté, sans avoir réalisé le rêve de leur combat, à savoir consacrer la volonté populaire, arriver à la démocratie, arriver au respect des droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, il est du devoir moral et politique et historique et de respect à tous les sacrifices consentis, de rester serein,
de mener ce combat. Nous avons conscience que ce combat bute sur des problèmes, bute sur des embûches, est-ce que vous bute pensez, sur des obstacles. Karim Tabou, est-ce que vous pensez que le Hirak est en train de mener ce combat? Le Hirak, on est une des expressions de ce combat. Moi, j'aurais personnellement souhaité que les partis politiques puissent opérer des révisions déchirantes pour se mettre en cohérence avec le Hirak. Lorsque dans un pays quelconque, vous avez des partis politiques qui prétendent défendre les intérêts de la nation, défendre les intérêts des citoyens, dans la logique des choses, un parti politique peut se tromper de lecture, un parti politique peut se tromper de stratégie, un parti politique peut même se tromper d'objectif. Mais lorsque vous voyez des millions descendre dans la rue, la logique vous oblige à faire des révisions de votre lecture et de votre analyse. Et les Algériens sont sortis. Non seulement ils ont demandé le changement, mais ils ont voulu que ce changement puisse être accompagné par les partis politiques, par les personnalités, mais qui respectent les revendications du peuple algérien. Malheureusement, nous avons une classe politique qui sert beaucoup plus de représentants du pouvoir dans la société qu'ils sont dans la démocratie, qui devaient être des représentants du peuple dans les institutions. Dans ce pays, on a inversé les rôles. On en a fait des partis politiques, des amplificateurs du discours du pouvoir. On en a fait de la presse des amplificateurs du discours du pouvoir. On en a fait de la mosquée un lieu d'amplification du discours du pouvoir. Lorsque vous avez un pouvoir qui ligote la société, qui contrôle l'université, qui contrôle la mosquée, qui contrôle la justice et qui arrive jusqu'à contrôler les partis politiques, ça demande vraiment la population, la mobilisation de tous. Et je pense l'incapacité des partis politiques à eux seuls, l'incapacité de l'élite à elle seule à défier le sous-développement a fait que c'est tout le peuple qui s'est révolté, et je pense que ça devait bien au contraire servir de point d'appui important pour tous ceux qui ont le savoir, qui ont la connaissance, qui ont l'expérience pour aller vers le changement. Karim Tabou, mais il y a ceux qui disent qu'il faut changer le système de l'intérieur. Je vais revenir à vous par rapport à cette question, mais je vais donner la parole, je vais revenir à M. Hussein Qadi. M. Hussein Qadi, comment peut-on justifier l'abus d'autorité, la violence, les arrestations qu'on a vues ces dernières semaines? Et là, je vais revenir à votre cas personnel, bien sûr, la convocation que vous avez reçue de la part de la gendarmerie concernant, bien sûr, votre travail. Comment on peut justifier ça du point de côté, bien sûr, du régime? Quelle est votre lecture par rapport à tous ces dépassements qu'on a vus ces derniers jours, ces dernières semaines? L'interprétation qu'on peut en faire, c'est peut-être d'interroger un petit peu la cohérence, la cohérence du système de laquelle a parlé mon ami Karim Tabou, qui existe réellement et qui fait face à la cohérence du mouvement populaire. Ce sont deux cohérences qui se font face. Mais à l'intérieur de chacune de ces deux cohérences, on peut trouver peut-être des différences et peut-être des disparités dans l'approche. Alors, pour le moment, il s'agit de celle du pouvoir. La répression qui est maintenue sur le Hirak, on ne sait pas si ça fait partie de la cohérence du 18, 19, 20 février dernier, lorsque Abdelmadjid Tebboune a annoncé des mesures d'élargissement visant des détenus du Hirak, des détenus d'opinion. On se posait la question à ce moment-là, est-ce que ça allait continuer? Est-ce qu'on allait lever la main sur le retour des marches populaires? Et est-ce que surtout, on allait lever la main sur l'exercice des libertés, de l'ensemble des libertés, et en ce qui me concerne moi-même, les libertés de la presse? Nous avons la réponse. Le Hirak continue d'être réprimé, de manière d'ailleurs un peu incompréhensible selon les wilayas, selon les situations. Les leaders du Hirak n'ont pas tous été libérés, les détenus d'opinion n'ont pas tous été libérés, et la liberté de la presse continue à être traquée. Et l'exemple, en effet, cette semaine, ça a été ma convocation par la gendarmerie nationale suite à un article d'analyse politique qui considérait qu'il fallait préserver la place
du mouvement Rached dans le Hirak, afin de préserver l'unité et la pluralité du Hirak. C'est de cela qu'il a été question chez la gendarmerie nationale lorsque j'étais convoqué. Donc voilà, donc il n'y a pas en réalité de cohérence. Nous avons du mal à finalement complètement, même si la ligne principale du système est de se maintenir, on est tout à fait d'accord effectivement avec ce que vient de dire Karim Tabou, de se maintenir coûte que coûte et de nous proposer des fausses élections pour nous laisser croire que c'est le peuple qui choisit. Dans le détail, quand on va dans les arborescences, on a le sentiment un peu qu'il y a des désaccords et j'en veux pour preuve encore le fait que la majorité parlementaire qui va se dégager si les élections se tiennent le 12 juin, là aussi on n'est pas tout à fait sûr, c'est une majorité parlementaire qui n'est pas claire, elle risque de reproduire celle d'avant. On voit la dislocation des services de sécurité avec la condamnation extrêmement lourde de Ouasseni Bouazza, l'ancien patron de la DSI. J'imagine qu'on va en parler peut-être. Oui, tout à fait. Ces dernières 24 heures, qu'est-ce que cela signifie, cette condamnation, Ihsan El-Qadi? Surtout qu'on parle bien sûr de cette lutte clanique qui n'en finit pas depuis 62. Est-ce que vous pensez que c'est l'accentuation de cette lutte clanique et par cette condamnation de Ouassini Bouazza, qui était le premier donc, des services algériens? Et comment peut-on lire donc, cette condamnation? Ma lecture d'analyste plus que celle de militant, c'est que en fait, durant l'été 2019, on a été dans un cas exceptionnel de production du président de la République par l'ANP. Enfin, les cas classiques, ça arrive toujours dans les crises, mais pas dans une situation de crise où le peuple était à ce point mobilisé et où le peuple exerçait une telle pression que l'arbitrage habituel qui survenait, qui était la résultante de délibération au sein de l'ANP, n'a pas pu s'exercer. Et le dernier épisode, c'est celui de la démission du général Amin Zeroual le 11 septembre 1998. Il y a eu des conciliabules, il y avait l'ANP, il y avait l'état-major, il y avait le général Toufik à la tête des services, il y avait encore les anciens de l'ANP comme l'Arbi Belkhair qui ont contribué à nous ramener, entre guillemets, la solution Abdelaziz Bouteflika. De tels conciliabules n'ont pas pu avoir lieu et c'est un homme seul qui a décidé. C'est le général Ahmed Gaïd Salah qui a décidé, et c'est une décision qui n'a pas pu gagner, parce qu'elle s'est déroulée dans l'urgence, sous la pression populaire, qui n'a pas pu gagner l'ensemble des décideurs comme cela se faisait avant, et il n'y a pas eu les conciliabules habituelles. Et donc, nous nous rendons compte, nous, observateurs, opinion publique, nous nous rendons compte qu'en fait, il y avait une partie des services qui n'étaient pas d'accord et qui, à travers Ouassini Bouazza, il semblerait, enfin, c'est les informations que nous avons, voulaient soutenir une autre candidature, probablement celle de Mihoubi, l'ancien ministre de la Culture et l'ancien patron du RND. Et donc, il n'y avait pas de consensus complet. Et c'est aujourd'hui, on va dire, le duo Abdelmajid Tebboune et Chengriha qui est en train de remettre de l'ordre et de sévir contre ce pas de côté. Ce qui me laisse penser que tout n'est toujours pas réglé sur les équilibres, sur la nouvelle cohérence au sein du système, et qui me rend tout à fait à la fois préoccupé et optimiste. Préoccupé parce que nous n'avons toujours pas d'interlocuteurs capables d'engager un processus de dialogue et un processus d'ouverture, et optimiste parce que du côté du Hirak, finalement, nos soucis dans le Hirak sont infiniment moins graves que les soucis que le pouvoir a à se reconstruire une cohérence autour d'une force et d'un homme fort. Très bien. Restez avec nous, Ihsan El-Qadi. Je vais revenir à M. Ali Laskri. Monsieur Ali Laskri, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes toujours avec nous, j'espère. Oui, bien sûr. Très bien. Monsieur Ali Laskri, je sais pas ce que vous m'avez dit, j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de revenir donc rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une déconnexion totale du pouvoir à la situation sociopolitique que vit notre pays? Oui, tout à fait. Il y a une déconnexion totale. Ils ont une feuille de route là qu'ils veulent imposer, c'est-à-dire au partage militaire, comme on le dit tout le temps, par la force, mais ils sont complètement déconnectés. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance en Algérie. Et ils savent très bien que le préalable pour la bonne gouvernance, c'est la démocratie.
et même pour la stabilité du pays, la cohésion nationale, l'unité nationale, c'est pas le front intérieur dont il parle. Mais même ça, le patriotisme, c'est la démocratie. Il faut qu'il y ait la confiance d'abord avec le peuple algérien pour pouvoir concrétiser, effectivement, demain appliquer un plan de gouvernement ou relancer l'économie, tout ça, effectivement, qu'il y ait un parlement librement élu, qu'il y ait des institutions légitimes où il y a la confiance du peuple. Que ce soit pour la création de l'emploi, que ce soit pour qu'il n'y ait pas le haraga. Donc là, ils sont complètement à côté. Complètement déconnectés. Ils sont dans l'alternance clanique, vous l'avez dit. Ils sont dans les règlements de compte, vous l'avez dit. On l'avait dit juste après le départ de Bouteflika qu'ils sont dans les règlements de compte. Ils sont dans l'alternance clanique. Ils ne veulent pas aller à l'alternative démocratique. C'est ça l'article 102. Ils n'ont pas dissous les deux assemblées pour qu'on se projette dans l'alternative démocratique, le processus constitutionnel souverain, et aussi, on l'avait tout le temps dit, mettre tous les mécanismes du processus démocratique dans le cadre d'un débat très sérieux, un dialogue très sérieux, et aussi autonome du régime, autonome du système, indépendant. C'est comme ça qu'on peut avancer et remettre la confiance si on ne veut pas. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux partis. Il y a des partis politiques qui ont des traditions très fortes. Surtout le plus vieux parti d'opposition, le Front des Forces Socialistes, qui a reçu tout le temps des coups de force et de dissidence. Le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, j'étais responsable, je ne le suis plus. Mais les militants se battent. La base, les militants du FFS, les sympathisants du tout ce qu'aujourd'hui qui porte le projet du Front des Forces Socialistes se battent, soit dans la rue, et dans toutes les marches, et aussi les résistent. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans l'option de participation au sein du parti, cette direction légitime, ils ne vont pas aller aux élections. Les militants les rejettent. La base les rejette. Elle rejette ces élections. Mais ceux qui disent, c'est Ali Laskari, ceux qui disent, les partis... Pourquoi je dis le pouvoir je dis le pouvoir est déconnecté. Même au sein du Conseil national du Front des Forces Socialistes. Et je suis en contact avec plusieurs. Ils vont rejeter ces élections. Parce qu'ils sont venus avec une option de participation, cette direction. Elle va recevoir la gifle. Et la tendance qui va se dégager, Inch'Allah, c'est de rejeter ces élections. Même s'ils vont manœuvrer, même s'ils vont passer toute la nuit, ils ne pourront pas aller au suicide. Parce qu'ils veulent le faire. Mais ceux qui justifient, c'est Ali Laskari, ceux qui justifient, il y a d'autres partis qui disent qu'il faut changer le système de l'intérieur. Et ils justifient donc leur participation dans ce que vous appelez, entre guillemets, bien sûr, la feuille de route du pouvoir. Quelle réponse vous avez pour ceux qui argumentent, donc qui disent que changer le système, qu'il faut participer donc pour changer le système de l'intérieur? Nous, on a dit qu'il faut un changement radical du système. C'est très clair. Il faut une rupture totale. Il n'y a pas de changement de l'intérieur du système. Beaucoup l'ont dit dans le temps. Beaucoup, il n'y a aucune possibilité de le faire de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a une révolution dans la rue. Il doit sortir avec un projet très clair, avec des revendications très claires qui sont portées par la révolution. Si on dit d'où le Madaniya Machi Askaria, c'est dit par la majorité du peuple algérien. Ils y croient, aujourd'hui, sont convaincus, sont déterminés. Donc il faut la mettre sur table. C'est l'état de droit. C'est les libertés, c'est la démocratie. C'est l'indépendance de la justice. C'est la justice sociale. Ici, dans le cadre de novembre aussi, la République démocratique et sociale. C'est tout ça, il faut le mettre sur la table. On l'a mis sur la table dans le cadre du pacte. Il y a eu des résolutions. Et les camarades les ont toutes acceptées. Aujourd'hui, il faut tous les rapprochements possibles pour justement s'asseoir entre Algériens et trouver des solutions en dehors du pouvoir. Moi, lorsque je parlais de conférence, de dialogue indépendant du système, on sait bien ce qu'on dit. On ne peut pas faire avec le système. Si on fait avec le système, il nous broie. Et c'est comme ça qu'il a broyé toutes les organisations politiques, toutes les organisations sociales et toute société civile organisée, pour que ça devienne clientèle.
Il a besoin que d'une façade démocratique. Et cette façade démocratique, aujourd'hui, il la veut par le biais du Front des forces socialistes, qui est membre à part entière de l'internationale socialiste. Et les puissances qui nous entourent, et qui ont besoin, et qui défendent leurs intérêts, et qui ont besoin de nous, et qui ont besoin de nos richesses, qui sont en train d'être dilapidées, ils sont en train d'aider ce régime autoritaire, militaire, pour rester. Donc la seule solution, elle doit venir d'une rupture totale. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud, même si ça a été graduel, il y a eu de la tolérance, il y a eu une réconciliation nationale. Moi je dis bien que le peuple algérien aujourd'hui, il a fait le consensus dans la rue, il est en train de se réconcilier totalement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un consensus? Vous êtes en train de parler... Tout est pacifique. Oui. C'est Ali Laskari. Vous êtes en train de parler d'un consensus des Algériens. Est-ce que vous pensez que le Hirak a réussi à faire ce consensus entre les Algériens? Il y a eu des débats qui étaient un peu, on peut dire, qui divisaient un peu les Algériens. Mais est-ce que vous pensez que les Algériens sont arrivés à une conscience politique et aussi de comprendre que l'Algérie passe par une période très difficile qui peut être historique aussi, qu'ils ont compris qu'il faut qu'ils se parlent, il faut qu'il y ait un consensus malgré leurs différences politiques, malgré les débats qu'il y a dans ce Hirak. Mais l'objectif, c'est d'aller vers l'édification de cette Algérie nouvelle, d'un état de droit. Ali Laskari. Oui, ça a été fait. Le 22 février et toutes les marches d'après, ça a été fait. Tout a été fait pour les diviser. Tout a été fait. Ça a commencé déjà avec le drapeau amazigh. Alors que le problème d'identité ne se posait plus en Algérie. Oui, il faut promouvoir les langues mères en Algérie. Il faut leur donner les moyens, tous les moyens. Pour tous les Algériens parlent amazigh. Je dis bien pour tous les Algériens parlent amazigh. Et parlent l'arabe. Et on dépasse totalement cette question. Ça, les Algériens l'ont dépassé, ils sont décomplexés dans toutes les régions du pays. Je suis sorti, j'étais coordinateur de l'instance publique, j'étais premier secrétaire, j'ai fait plusieurs régions du pays, jusqu'à Tamarafet. Jamais les Algériens ont un problème avec ça. C'était le régime autoritaire qui instrumentalisait toute cette question. C'est la même chose avec les islamistes. C'est la même chose avec les islamistes. Et maintenant, on revient encore pour revenir aux années 90, ou la 91, 92, où le complot a réussi pour que le processus démocratique en Algérie ne se concrétise pas. Ils veulent aussi jouer avec la même arme pour diviser les Algériens. Ils n'ont pas pu. Keït Salah n'a pas pu les diviser. Ni ceux-là, aujourd'hui, ne pourront encore diviser les Algériens. Pourquoi? Vous l'avez dit, le peuple algérien s'est réconcilié. Il s'est réconcilié avec son histoire aussi. Il s'est réconcilié avec son histoire, sa culture. Quelles que soient les minorités qui veulent créer des situations, il est en train de les dépasser. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Tout ce qu'il faut est pacifique dans la rue. Jamais il y a une violence. Même s'il y a de la répression. Il y a de la hogra. Aujourd'hui même, j'ai vu au siège du parti comment ils ont intervenu pour ne pas laisser les militants rentrer dans leur siège, des membres du Conseil national, des dirigeants du parti, des anciens du FFS qui ont fondé le FFS en 63. Ils étaient assis dans la rue. Mais ils étaient là, ils étaient patients, ils résistent pacifiquement. Pacifiquement. Ils se sont déplacés là où il y a le Conseil national, parce que ceux qui dirigent le parti aujourd'hui, qui sont illégitimes, ils ont délocalisé le Conseil national sur Sidi Fratch. Ils ont délocalisé le Conseil. Ils ont éliminé 33 membres du Conseil national. Il y a eu des barrages. Et tous les véhicules signalés qui se sont déplacés du siège national, du côté de Mouradia, Suidani Boujma, vers Sidi Fratch, il y a eu 3 barrages. Pour filtrer les membres du Conseil national et filtrer les militants, ils les bloquaient. Mais ils étaient
ils étaient là, ils sont mûrs, ils résistent, ils sont allés jusqu'au lieu, il y a ceux qui sont arrivés, il y a ceux qui ne sont pas arrivés, pour dire à ceux qui sont pour l'option de participation, vous n'allez pas aller au législatif. On est là. Très bien. On est là. Restez avec nous, Ali Laskari. Restez avec nous, Ali Laskari. Restez avec nous. Il est organisé. Pour moi, ce qu'ils me disent, qu'il n'est pas organisé, ce peuple, aujourd'hui, ils veulent le faire éclater encore. Très bien. Restez avec nous, Ali Laskari. Karim Tabou. Je vais donner la parole à M. Karim Tabou. Karim Tabou, si on revient un peu à ce qu'a dit Ihsan Al-Qadi, qui a dit que le régime ou le pouvoir a plus de soucis que le Hirak, si on peut dire. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont fait, si on peut dire, le consensus, surtout quand il s'agit de Yetnehaouga ou le changement radical du système? Oui, je pense que les Algériens sont tous d'accord et je rejoins ce que vient de dire Ali Laskari sur la question. Et d'ailleurs, dans des partis politiques aujourd'hui, il y a des militants qui résistent, qui livrent une bataille acharnée contre les relais du pouvoir. Et quand j'entends que des barrages sont dressés pour filtrer, pour passer au peigne fin les cadres du parti, cela veut dire qu'arracher le FFS des mains, des griffes de ce pouvoir est en lui-même un combat qui nécessite et qui demande des hommes et des femmes qui devront le mener. Et sur un autre plan, bien sûr qu'il y a également une cohérence et un consensus, quoique nous avons conscience que ce consensus demande une imagination, un sens d'imagination pour rendre opérationnelles nos idées. Nous avons de bonnes idées. Nous proclamons des principes universels. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'aller vers un état de droit. Mais la mise en place d'un processus pour trouver des mécanismes pratiques, cela demande un effort supplémentaire pour débattre, pour trouver le meilleur consensus possible. Mais en tout cas, le peuple algérien, à travers les militants, à travers le Hirak, il a libéré, et je reprends le mot de M. Ali Laskari, il a décomplexé la situation. Par le passé, le pouvoir a dressé des frontières entre les uns et les autres. Il a rendu impossible le dialogue politique, il a rendu impossible le dialogue social. Et il a utilisé, comme vous le savez très bien, de par son illégitimité et ses moyens de propagande, il a fait appel à, entre parenthèses, à une élite vendue au pouvoir et qui proclamait partout et qui donnait de l'ampleur à des petites divergences. On peut diverger, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre d'idées, mais c'est le propre de la démocratie. La démocratie ne consiste pas à dissoudre les différences. La démocratie, bien au contraire, elle revendique, elle met en avant le principe des pluralismes, tous les pluralismes, le pluralisme culturel, le pluralisme cultuel, le pluralisme médiatique, le pluralisme politique, le pluralisme linguistique, c'est ça la démocratie. Et le pouvoir a voulu insinuer, passer dans la société l'idée qu'il est le seul à protéger la démocratie. Par le passé, il a utilisé le scénario de la confrontation directe avec les islamistes en essayant de vendre à l'Occident et en essayant de vendre l'idée qu'il est le seul capable de protéger la démocratie. Or, la réalité, la démocratie ne peut être protégée que par la démocratie. La liberté ne peut être protégée que par plus de liberté et pas le contraire. On ne peut pas protéger la démocratie en essayant de fermer tout et en mettant la société sous surveillance, sous état d'urgence, sous interdiction de tout, et à la fin, on va nous retrouver bien sûr avec, entre guillemets, une élite
qui a passé son temps à murmurer la démocratie derrière les chars, à rester aux côtés du pouvoir et à vendre à l'Occident l'idée que le peuple algérien n'était pas digne de confiance et que le peuple algérien, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il ne sait pas voter. Ce mensonge a été démoli par le Hirak qui a vu la participation de tous les Algériens, de toutes les tendances, qu'elle soit la femme en mini-jupe ou la femme bel-hijab ou avec les barbus, avec les non-barbus, avec les féministes, avec les laïcs, les démocrates, les islamistes, les travailleurs, les chômeurs, tout le monde était d'accord pour engager cette bataille du changement, pour se sortir de la dictature, se sortir du sous-développement, parce que c'était ça l'essentiel. Et que le pouvoir continue de dresser les uns contre les autres. Il a bien vendu l'idée aux jeunes du Sud que le problème n'étant pas la dictature, que le problème n'étant pas l'injustice sociale. Il leur a vendu l'idée que ce sont les Kabyles et les Algérois qui viennent travailler à son attraque, qui a pris vos places. Il a bien essayé de dire aux Algérois que vous êtes les Algérois et vous êtes différents des autres régions, vous devez vous organiser autant que tel. Il a bien considéré que la Kabylie est une zone particulière, donc il faut lui administrer un traitement particulier. Il a bien considéré les Mozabites comme une minorité assiégée au milieu du Sahara avec des conditions difficiles. Mais finalement, le Hirak a bien levé ses frontières, a bien levé les rideaux. Et les Algériens se sont rendus compte que les jeunes du Sud, les jeunes de la Kabylie, les jeunes de l'Est, le jeune de l'Ouest, et les femmes, et les enseignants, et les médecins, et tous ces Algériens sont tout simplement sous la dictature et qu'ils doivent absolument réorganiser leurs priorités, réordonner leurs priorités pour dégager des perspectives de combat. Et je pense que est-ce que vous pensez que qu'on parle d'un idéal quand on parle du Hirak, c'est comme si c'était un mouvement idéaliste. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des problèmes même au sein du Hirak? Ihsan Qadi, on en a parlé peut-être sur cette chaîne il y a quelques semaines de ça, quand il avait parlé qu'une certaine catégorie de la société algérienne a pris un peu le recul par rapport donc à ce Hirak, parce qu'il a dit qu'il y avait des idées ou des slogans qui étaient un peu contraires, si on peut dire, au principe de cette révolution. Le contraire m'aurait étonné. Parce que le mouvement du Hirak est d'essence démocratique. Ça veut dire d'essence démocratique, c'est qu'il y a plusieurs idées, plusieurs opinions. S'il n'y avait pas ça, on aurait reconstruit un autre parti unique, une autre pensée unique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le problème d'idéalisme Le Hirak a porté un rêve. Le Hirak a porté un espoir. Essentiellement au début d'une jeunesse qui n'a pas vécu la décennie noire, qui n'a connu que Bouteflika et la corruption et le mensonge et la triche et le détournement du suffrage universel. Parce qu'un jeune né en 1990, il avait 9 ans lorsque le pouvoir a ramené Bouteflika. Et s'il avait 9 ans en 99, plus les 20 années de Bouteflika, il aurait vécu 30 années de sa vie dans le mensonge, dans la corruption, dans tout ce qui fait de ce pays un pays sous-développé. Donc très clairement, il y a une élite, entre guillemets, qui veut tout simplement modifier cette image-là, cette réalité-là, en faisant appel à travers des recettes vieilles, nous les connaissons bien. Et ils veulent opposer les uns aux autres et en faire de la différence. Dans la démocratie, on peut être différent, mais cela ne justifie pas le fait d'attaquer les uns et les autres et d'oublier l'objectif initial, primordial, important, à savoir tout faire pour
dégager ce pouvoir, dégager par la suite des perspectives démocratiques communes, établir des règles du jeu, donner toutes les garanties possibles à tout un chacun, à la majorité comme à la minorité, préserver le cadre républicain dans lequel va se dérouler la vie institutionnelle, la vie politique, et remettre l'État dans ses fonctions importantes, essentielles, à savoir l'État doit appartenir à la nation, elle doit être là pour respecter et faire respecter les libertés de tout un chacun. Ce n'est pas un rêve, il est réalisable. En tout cas, ce n'est pas un rêve. Les Algériens, ils sont décidés à arracher ce droit. C'est ça l'indépendance, la définition de l'indépendance, la définition de la démocratie, la définition, c'est tout simplement donner pour la première fois aux Algériens le droit d'avoir des droits, comme l'a si bien dit Sil Hussein, le droit de disposer d'eux-mêmes, de leur avenir, de leur présent et de leur destin. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Je vais donner la parole à M. Hassan Qadi. M. Hassan Qadi, donc, on n'est pas dans un rêve, c'est une vraie révolution. Certes, qu'il y a des débats qui ne sont pas et qui démontrent qu'il y a vraiment si on peut dire, une bonne santé dans cette révolution, parce que les Algériens se sont retrouvés après le 22 février 2019 à débattre ensemble, à discuter de leurs différences. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine élite qui joue, si on peut dire, avec la logique du système? Je ne sais pas s'il y a une élite qui joue avec la logique du système, mais je vais... Évidemment, nous sommes dans un processus révolutionnaire, que les choses soient bien claires. Le 22 février engage une nouvelle étape dans l'histoire politique de l'Algérie. Une nouvelle période, tout comme octobre 88, on avait engagé une première, et que le coup d'État de juin 65 était également un tournant dans la vie politique du pays. Il faut bien voir que l'espoir d'une conquête rapide, d'acquis démocratique, d'une transition, cet espoir-là a été malheureusement déçu par le choix de la hiérarchie de l'armée de maintenir coûte que coûte la totalité de la tutelle de l'armée sur le pouvoir politique et de maintenir le système autocratique. Ça, c'était le choix du printemps de la contre-révolution engagée par Ahmed Gaïd Saleh le 26 mars 2019. Bien. Cela a donné des résultats. Du point de vue du pouvoir, ça a empêché, du point de vue de sa feuille de route, d'engager cette transition et de céder au mouvement populaire. Mais ça n'a pas conduit à la restauration, ça n'a pas conduit à la remise en cohérence complète du système et à la restauration des institutions comme lui l'espérait. Pourquoi? Parce que la révolution se poursuit, parce que la mobilisation populaire se poursuit. Sauf que cette mobilisation populaire se poursuit avec, à chaque étape, un pan des élites qui étaient avec les Hirak qui pensent que le moment est d'aller essayer de capitaliser une partie de ce qui a été réalisé par le mouvement populaire. Et il y en a qui nous ont quittés avant même le 12-12, qui ont joué le jeu de cette élection. Il y en a qui ont commencé à nous quitter. Quand je dis nous, c'est le mouvement populaire, c'est le Hirak, ce sont ceux qui revendiquent le changement radical, qui nous ont quittés pour le référendum autour de la Constitution. Je ne veux pas citer d'acronymes de partis ou de personnalités, mais à chaque étape, nous sommes sur le point de perdre une partie des élites. Le débat que nous avons eu aujourd'hui sur la position du FFS ne se serait jamais tenu il y a 2 ans. Le FFS était entièrement dans le Hirak et entièrement contre la tenue de l'élection présidentielle. C'était encore le cas pour le référendum populaire, le référendum constitutionnel du 1er novembre 2020. Ah ben, le fait qu'aujourd'hui, que ce soit une question qui ait pu être discutée dans un conseil national avec un faux suspense, parce qu'on savait que la pression de la base, Dieu merci, était suffisamment forte pour empêcher l'adhésion du FFS à ce calendrier électoral. Mais le fait seulement que la question se soit posée et qu'il y ait eu un doute montre bien que nous avons un problème avec nos élites, y compris
avec les élites qui étaient totalement enracinées et engagées avec le Hirak. Et ceci doit nous interpeller pour toutes les élites qui sont, elles, par contre, toujours en phase avec les revendications populaires, nous interpeller pour faire en sorte qu'il y ait une sanctuarisation en termes de feuilles de route politique, en termes de pacte politique, en termes de production de solutions, une sanctuarisation qui empêche ceux qui sont encore tentés d'aller à la rencontre de cet agenda stérile des élections organisées par le pouvoir et de manière unilatérale par le pouvoir, de les empêcher à le faire et de faire en sorte qu'ils continuent d'écouter la revendication populaire et interagir avec elle pour la faire gagner, même si cela prendra plus de temps que prévu. Très bien, restez avec nous, Hissène Qadhi. Karim Tabou, je vais revenir à vous très rapidement. Je dois donner la parole à Maître Belkacem Nayed Salah, qu'on me dit qu'il nous a rejoint. Karim Tabou, Hissène Qadhi est en train de dire qu'on a un problème avec l'élite en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Moi je suis d'accord sur le constat que mon ami Qadhi Hissène a adressé, mais je ne suis pas d'accord sur l'interprétation qu'il donne, parce que le fait que le FFS, par exemple, est en train de mener un débat, oui, dans une situation naturelle, on aurait dit que ça participe du débat démocratique. Mais dans la situation actuelle, je pense qu'il fallait voir la chose de l'autre côté, c'est qu'il y a une contre-révolution qui est menée et il y a des gens qui passent par un débat et c'est la bonne santé démocratique pour mettre en échec la contre-révolution. Vous voyez le génie de ce pays, le génie de ce peuple est que le pouvoir se suffit de gagner des appareils, de manigancer avec des appareils, et que le peuple reconquit le terrain à travers le débat. Vous voyez la différence? Vous imaginez la direction d'un parti qui vient avec l'idée toute faite qu'ils vont participer et qu'ils butent sur un Hirak. Même ce qui se passe au FFS, c'est un Hirak. Le débat, la résistance des militants est un vrai Hirak. Et qu'ils ont voulu adresser le message non pas à la direction du FFS. La direction du FFS est constituée de militants du FFS. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils ne seront pas là. Mais le message qui a été porté par les militants du FFS est adressé pour le pouvoir. Donc le problème n'étant pas entre les militants du FFS et la direction du FFS. Le problème, il est entre les militants du FFS et le pouvoir à l'intérieur du FFS. Et c'est ça le génie de la démocratie, le génie de ce Hirak, et qu'il arrive à mettre en échec des scénarios pour lesquels le pouvoir mobilise des moyens matériels énormes. Et j'apprends de la bouche d'Ali Laskri qu'il y a eu des barrages qui passent au peigne fin, même l'identité des personnes qui vont aller, et qu'il y a des membres du Conseil national qui ont été empêchés de participer à ce débat. Malgré cela, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est toujours dans la logique d'appareil, la démocratie d'appareil, entre guillemets, faire semblant, donner l'apparence que, en fait, le pouvoir, ce qui l'intéresse n'étant pas l'UFFS dans son discours, dans ses militants. Ce qui l'intéresse, c'est le label. S'il arrive à inclure le non-FFS, avec tout ce que le non-FFS résonne comme symbolique, comme histoire, comme capital politique, le pouvoir veut utiliser cela. Et je pense que les militants du FFS n'ont pas répondu à d'autres militants du FFS. Ils ont mené un combat contre le pouvoir. Et ils sont à saluer sur cette question-là. Très bien. Reste avec nous, Karim Tabou. Je sais que vous étiez hier à Bouira et on le sent dans votre voix que vous n'avez pas arrêté de scander, je pense. Je vais revenir à vous, Karim Tabou. On me dit qu'on a été rejoint par Maître Belkacem Nayed Salah, avocat militant des droits de l'homme depuis Oran. Maître Belkacem Nayed Salah, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, à vous et à l'ensemble de vos invités. Allah Ibarak Fik, merci. Et désolé, je pense qu'on vous a fait attendre un peu, mais on revient très rapidement sur ce volet international. Est-ce que le régime algérien a été discrédité à l'échelle internationale?
sachant que ce régime fait très attention à son image. Et là, bien sûr, on parle des institutions internationales, du Bureau des droits de l'homme de l'ONU qui a qualifié récemment donc les abus qui a donc coincé l'Algérie et par rapport aux abus des droits de l'homme et qui a qualifié le Hirak d'un mouvement démocratique, mais aussi le rapport qui est sorti cette semaine, le rapport donc qui a été publié par le département d'État américain qui est critique envers l'Algérie en termes donc des droits de l'homme. Quelle est votre lecture, Maître Belkacem Naït Saleh? Tout d'abord, c'est une sentence morale très grave pour le régime. Le régime vient d'être mis au banc des accusés. Et ce n'est que justice, ce n'est qu'un constat. Les droits de l'homme en Algérie, ils sont malmenés. Les Algériens à l'intérieur n'ont aucun droit. Ils sont l'objet d'une répression terrible. Ils sont l'objet d'une atteinte flagrante à leurs droits les plus élémentaires, dont l'Algérie a ratifié des traités. Toujours est-il que cette manière de vouloir vendre une image qui n'est pas réelle a été maintenant constatée par les instances internationaux et par le dernier rapport du secrétariat d'État aux affaires étrangères américaines. Et je crois que c'est une sentence très grave pour le pouvoir algérien. C'est une sentence à la fois morale et c'est une lecture qu'il faut faire. C'est une mise en garde. Moi, je vous dis que c'est une mise en garde. L'Algérie, actuellement, a été mise au banc des accusés. C'est un pays qui ne cesse de porter atteinte aux droits élémentaires, aux droits humains, par les interpellations, par ses pseudo-procès, par ses emprisonnements illégaux. Alors, il est temps pour le pouvoir algérien de comprendre, de bien saisir cette sentence morale. C'est une atteinte à la crédibilité d'un État. Actuellement, nous vivons dans un monde globalisé. Et ils savent que les problèmes algériens, et surtout les problèmes économiques, ne peuvent pas être résolus par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une aide internationale. Il faut ne pas mettre le pays au banc des accusés. Si par malheur on y va dans cette voie-là, ça veut dire que l'Algérie va être mise au banc des accusés et là, ça devient très grave. Je pense que si les autorités ont un peu d'intelligence, il faut qu'ils reviennent, qu'ils fassent une autre lecture de la situation. Il faut, et je dirais bien à l'autorité réelle qui est l'institution militaire, de prendre une décision à la fois courageuse et de sortir de l'impasse. Il n'y a pas de solution, alors la répression est le seul moyen. Je dirais que la répression ne mène à rien. Elle ne fera que pourrir la situation et amplifier la contestation. Il ne peut pas soumettre le peuple. Il faut qu'ils comprennent. Ces gens-là qui ne peuvent pas soumettre le peuple, ni la violence, ni la manipulation, ni la contre-évolution, ni la justice répressive, ça ne mènera à rien. Il faut qu'il ait le courage de prendre une décision à la fois, ce que nous avons appelé dès le départ le compromis historique. Il faut prendre la décision du compromis historique avec le peuple. Nous ne pouvons pas, le pays ne peut pas souffrir encore une autre crise et un éternel cercle vicieux et on restera toujours en train de tourner et Dieu sait. Et je vous l'ai dit la dernière fois, moi j'ai peur pour ce pays-là. Je le dis, moi je sors de tout ce cadre populiste et ce genre de débat qui ne mène à rien. La situation est grave. Et moi je constate, et nous constatons que la situation, si elle ne trouve pas une solution politique courageuse, d'un compromis historique avec le peuple, nous allons vers un désastre annoncé. Et ce n'est ni l'un, ni les uns, ni les autres qui vont sauver l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. Monsieur Hassan El-Qadi, donc sur ce rapport critique par rapport donc aux droits de l'homme en Algérie, le département d'État américain donc a critiqué l'Algérie encore une fois. Le rapport cite ainsi la détention arbitraire de prisonniers politiques, le manque d'indépendance et d'impartialité judiciaire, l'ingérence illégale dans la vie privée, les graves restrictions à la liberté d'expression et de la presse. Et là, bien sûr, on peut parler de vous,
c'est Hassan El-Qadhi, mais aussi des militants qui ont été arrêtés, du journaliste Khaled Darani et d'autres qui ont été arrêtés. Et on sait très bien que le régime algérien fait très attention pour donner donc cette image qui est très positive de ce pouvoir, surtout pour vendre cette image à l'extérieur. Moi, justement, je trouve que le régime algérien ne fait pas très attention pour vendre une image correcte. Il ne fait pas très attention. Là, tout ce qui se passe... alors, il y a même dans la manière de réprimer, il y a en règle générale des possibilités de faire plus attention pour ne pas se mettre en travers de la loi. Dans le cas de ma convocation à la gendarmerie nationale, on m'a convoqué sur la base d'une plainte du ministère de la Communication. En réalité, d'une plainte du ministre de la Communication qui a envoyé un préposé, donc un représentant du ministère chez le procureur que j'ai rencontré au moment de ma présentation chez le procureur, à l'intérieur du bureau du procureur, qui a fait lecture de l'acte de la plainte. Et dans cet acte de la plainte, les avocats m'ont dit après qu'il y avait deux dispositions requises par le ministère de la Communication qui n'étaient pas de ses compétences. Le ministère de la Communication a usurpé le rôle du ministère public, du parquet, pour me poursuivre sur la base de l'article 46 de la loi sur la réconciliation nationale, donc qui empêche de revenir sur les faits de la tragédie nationale, comme il est écrit, et aussi sur une disposition du code pénal, je crois, qui prévoit des poursuites contre quelqu'un dans le cas de istighfaf bil ahkam al-qanoun, ahkam al-adala. Donc, quand on ne prend pas au sérieux les décisions de justice. Et là aussi, il n'y a que le parquet qui a l'habilité, qui est qualifié pour engager des poursuites contre un citoyen s'il devait contrevenir à cette disposition de la loi. Donc, quand on ne regarde pas ces dispositions-là et qu'on s'arroge cette possibilité de poursuivre le cas un journaliste, donc quelqu'un qui fait partie du secteur de la communication et qui est supposé être protégé d'ailleurs par cette tutelle, entre guillemets, qui n'a, à mon avis, plus raison d'être, ça veut dire qu'on ne fait pas attention, effectivement, et l'État algérien a perdu, y compris de la technicité dans sa manière de réprimer. Et il faut écouter les avocats dans toutes les procédures juridiques contre les hirakistes, contre les détenus d'opinion. Ce sont les mêmes articles de loi qui reviennent. Les polices judiciaires n'apportent pas les preuves, et il y a des processus de qualification. Je ne vais pas l'expliquer à notre ami Karim Tabou, qui en était une des principales victimes. On arrête, on présente, on met en mandat de dépôt et on se casse la tête ensuite après pour construire un dossier d'accusation. C'est tout sauf essayer de faire attention à l'image de l'Algérie à l'échelle internationale. Est-ce que donc vous pensez qu'on est en face d'un système, même ces méthodes démontrent qu'il est en fin de vie, si on peut dire? La fin de vie, oui, la fin de vie, elle a plusieurs formes. La perte de la légitimité complète, c'est un processus séculier qui s'est engagé depuis longtemps. La panne des deux moteurs qui permettaient au régime de se maintenir, la rente pétrolière et la peur des années 90 et la peur de la fitna nationale, tout ça s'est arrêté. Le 22 février l'a montré. L'absence, l'incapacité à se renouveler, l'incapacité à produire une nouvelle élite politique qui soit l'incapacité de faire même l'ingénierie d'une transition qui soit pilotée par le pouvoir. Tout ça, ce sont les ingrédients et les indices d'une fin de vie. Maintenant, attendez, il faut faire attention. Le système, par exemple, le chavisme au Venezuela est essoufflé. Le chavisme qui repose sur des bases beaucoup moins fortes que celles du régime qui a libéré l'Algérie, qui a quand même un potentiel de prestige infiniment plus fort. Ce régime au Venezuela s'est essoufflé. Le président Maduro est en difficulté, il est rejeté par une large partie de la population. Je ne veux pas regarder la nature de l'opposition et le fait qu'une partie de l'opposition soit connectée et soutenue par les États-Unis, ça c'est un autre débat, mais le fait est que ce régime est à bout de souffle, mais il a réussi à conduire le Venezuela non pas vers une transition et une solution politique, mais vers l'impasse. Et nous pouvons nous aussi nous retrouver dans cette situation-là, à nous retrouver dans une impasse, et donc une fin de vie peut être une fin de vie toxique qui fasse et cause beaucoup de tort au pays. Et quand
là, il me reste pas beaucoup de temps. Je vais donner donc la parole à Belkacem Naït Salah, mais aussi je vais revenir à vous, Ihsan El-Qadi et Karim Tabou. Belkacem Naït Salah, quand vous parlez de compromis historique, et vous dites aussi, vous citez que j'ai peur pour mon pays. Comment vous le voyez, ce compromis historique? Est-ce que vous pensez qu'il y a des sages au sein de ce régime qui vont se réveiller un jour, qui vont se dire qu'on ne peut pas continuer à aller dans le sens de l'impasse dont a parlé Ihsan El-Qadi, qui peut être un désastre pour notre pays? Comment vous le voyez, ce compromis historique? Très rapidement, Maître Belkacem Naït Salah. Je dirais qu'il y a un certain nombre de circonstances, à la fois internes et externes, qui vont pousser le pouvoir en Algérie à choisir la voie de la résolution de la crise politique profonde. Il faut prendre en considération que le pouvoir politique, et je dirais que c'est l'institution militaire qui détient le pouvoir politique en Algérie, il faut qu'elle ait le courage d'aller vers un compromis historique afin de rendre la légitimité au peuple en application de l'article 58 de la Constitution, et ainsi faire une passerelle avec le Hirak ou le peuple ou la société algérienne afin d'aller vers une solution et rendre le pouvoir aux civils. Il n'est plus question qu'elle soit détentrice du pouvoir politique en Algérie. Ce compromis historique, il se fera sur des principes bien clairs, bien identifiés et selon un calendrier bien établi et aller vers, parce que ceux qui détiennent les leviers du pouvoir et les leviers économiques sont le pouvoir réel qui est l'institution militaire. En dehors de ça, ce n'est que fourberie. Il faut que le pouvoir militaire arrive à se débarrasser de cette façade civile, aller vers des élections présidentielles où la transparence doit être claire, nette et précise, à donner la voix au chapitre, au peuple. C'est au peuple de choisir et à l'institution militaire de respecter le choix du peuple. À partir de là, toute la construction est possible. Il faut qu'il y ait une intention, une bonne volonté, mais rester dans le schéma de la manœuvre et de penser que c'est une question de privilège et d'intérêt, là réside le plus grand danger et le désastre pour un pays et un État comme l'Algérie qui a une situation géographique. Nous ne parlons pas d'un autre pays. Nous sommes la profondeur sécuritaire du monde occidental, de l'économie européenne, de l'économie mondiale. Il ne faut pas ne pas prendre en considération ces éléments. Et dans cette équation, il y a un élément majeur qui est les puissances étrangères qui vont peser d'une manière ou d'une autre sur le devenir de l'Algérie et qui n'accepteront jamais que le chaos ou le désordre règne en Algérie. Très bien. Merci à vous, Maître Belkacem Naït Salah. Je vais revenir à vous, Ihsan El-Qadi. Après, je vais donner le mot de la fin à M. Karim Tabou. Ihsan El-Qadi, est-ce qu'on peut imaginer donc un compromis historique? On parle d'une situation qui est chrysogène à tous les niveaux, la misère qui gagne la rue dans tous les coins du pays, une situation sociale qui est explosive, mais aussi la situation politique qui est au cœur donc de toutes les crises en Algérie. Est-ce que vous pensez que le Hirak est sur la bonne voie pour que naisse cette Algérie dont tous les Algériens rêvent, ou vous pensez que aussi il faut qu'il y ait un rôle de l'armée, si on peut dire, entre guillemets, des gens qui sont censés, des gens, on peut dire, hukama. C'est Ihsan El-Qadi. Oui, bien sûr qu'on peut imaginer, on peut tout imaginer. Il faut bien voir, il faut bien observer qu'il y a des transitions qui peuvent prendre beaucoup de temps. La transition au Chili, la sortie du système de la dictature de Pinochet a pris une quinzaine d'années. On espère ne pas en arriver là parce que les éléments pour démanteler le système de la domination par l'armée algérienne est largement, le mécanisme est largement engagé par la mobilisation populaire. Évidemment, un compromis, oui, mais un compromis autour de quoi? Il s'agirait donc d'arrêter une feuille de route pour bien s'assurer que la transition ne porte pas dommage au pays, qu'elle soit bien conduite, qu'elle permette à toutes les parties de pouvoir participer à la reconstruction des nouvelles institutions avec comme base l'expression de la souveraineté populaire. Bien sûr que c'est envisageable. Il faudrait quand même pour cela que le pouvoir
d'abord montre un signe pour cela, le pouvoir c'est évidemment l'armée, ensuite qu'au sein du Hirak, qu'on puisse empêcher le pouvoir de continuer à dire que le Hirak n'a aucune solution, parce qu'il est producteur de solutions, il le fait à travers ses slogans, il le fait à travers sa pression, mais il peut aussi le faire à travers des propositions politiques. Karim Younes en a fait une qui est Karim Tabou. J'espère qu'il ne va pas faire offense de ce lapsus, Karim. Oui, j'espère qu'il ne va pas raccrocher Seyar Selqadi. Non, j'espère que non. J'espère que non. Karim Tabou, on a fait une. Il a proposé qu'on redémarre avec la démission donc avec l'été 2019, avec une transition qui reparte avec la démission du président de la République. D'autres en ont fait d'autres. Il y a Karim Nekraz encore une fois, Rachid Nekraz qui a proposé de transférer une partie des prérogatives de Al-Majid Tebboune vers un gouvernement d'hommes de loi. Il y a Zoubida Assoul qui a proposé une présidentielle anticipée en 2022. Tout ça peut se discuter. Moi, mon souhait, en tous les cas, mon souhait en tant qu'acteur et membre de l'espace NIDA 22, ce serait que toutes ces propositions-là puissent être échangées et débattues dans une rencontre nationale des acteurs du Hirak et de tous ceux qui sont en dehors de la feuille de route du système. Voilà. Tous ceux qui sont en dehors de la feuille de route du système, de mon point de vue, devraient tendre vers une rencontre nationale pour essayer de mettre en phase, de créer et de mettre en perspective cette cohérence du Hirak. Et je pense que c'est possible et je pense que cela va aider les marches populaires et la mobilisation populaire. Merci à vous, Ihsan Qadi. Le mot de la fin. Monsieur Karim Tabou, vous revient donc. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera donc à un compromis historique où le Hirak, comme je l'ai titré aujourd'hui, le Hirak, le miracle algérien? Est-ce que vous pensez que le Hirak, c'est le miracle algérien qui va donc changer la donne en Algérie et qui va être le salut pour une Algérie nouvelle comme la veut le peuple, pas l'origine? En tout cas, le peuple algérien, on a fait déjà un miracle en 1954 que de s'être libéré d'un colonialisme, d'une puissance militaire et politique de l'époque, une des plus grandes de toute la Méditerranée. Donc l'Algérie, le peuple algérien est capable de se sortir du sous-développement et du piège d'un régime qui a fait qu'un pays qui dispose de toutes ces richesses, qui aurait pu être le leader dans toute la Méditerranée, y compris la rive nord de la Méditerranée, malheureusement, vous voyez bien dans quel état nous pataugeons encore. Et le pouvoir, on est le seul responsable de cette situation. Bien sûr que le compromis historique, c'est un mot, c'est un concept qui était très cher à Hossein Ahmed et il a plusieurs fois interpellé les vrais décideurs du pays. Je parle bien des vrais décideurs. On est encore dans cette formulation de vrais décideurs. Le chef de l'État est-il un décideur? Ce n'est pas le cas. Et nous l'avons vérifié plusieurs fois. Le ministre de la Justice a-t-il un pouvoir quelconque? Vous imaginez un procès dans lequel un général en fuite a été condamné à 20 ans de prison, à moins de 2 mois du verdict, de la proclamation du verdict. Il rentre au pays dans un avion présidentiel. Vous pensez que le juge et le ministre de la Justice sont capables de faire quoi que ce soit devant la puissance des vrais décideurs? Un compromis historique suppose, de mon point de vue, d'abord l'existence d'une vraie volonté politique, mais malheureusement, je le dis avec beaucoup de dépit, nous sommes en face de détenteurs de pouvoir qui n'ont pas le minima de la culture de l'État. Ce ne sont pas des hommes d'État. Au contraire, ils considèrent que l'État est leur propriété et que le peuple algérien est un troupeau de moutons. Si nous continuons encore à avoir un tel rapport à la société et que l'État soit un État contre la société, le compromis entre qui et qui?
Le vrai compromis qui va prendre une dimension historique serait tout simplement de restituer l'État à la nation, de remettre le droit aux Algériens de décider eux-mêmes de leur avenir. Tant qu'il y a des gens qui continuent de dire que nous sommes les protecteurs de ce pays, les seuls protecteurs, tant qu'il y a des gens qui continuent de dire que le peuple algérien n'est pas digne de confiance, tant qu'il y a des gens qui considèrent que le peuple algérien ne sait pas choisir, à ce moment-là, il sera difficile et les luttes devront être des luttes décisives. Et voilà la réalité, elle est dure. Elle est dure. Mais les Algériens et les Algériennes, l'élite et le Hirak et tous ceux qui s'inscrivent justement dans ce processus-là devront savoir que la lutte va être acharnée, que la bataille sera rude, que la lutte sera difficile. Mais il n'est pas impossible. Les Algériens ont réalisé des miracles. Ils peuvent encore en réaliser d'autres. Merci à vous, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS qui était avec nous. Merci à M. Hassan Radi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M qui était avec nous depuis Alger via Skype. Merci à Ali Laskri, ex-coordinateur du FFS qui était avec nous aussi. Merci à vous, Maître Belkacem Net Salah, avocat militant des droits de l'homme qui était avec nous depuis Hollande. Merci d'avoir suivi cette émission.